durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie solidaire. Nous sommes avec le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui organisait le week-end des 1er et 2 décembre 2018 à l'espace Prieuré de Varangéville un marché solidaire. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Mathieu Klein, bonjour. Bonjour. Mathieu Klein, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi ? C'est une économie au service de l'homme, une économie au service d'un territoire. C'est souvent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas simplement les entreprises qui sont des coopératives ou qui ont un statut spécifique. Ce sont des entreprises, des citoyens qui ont des projets économiques, qui ont un rêve à réaliser et qui décident de le faire en lien avec leur territoire, avec les producteurs des produits de leur territoire, qui cherchent des clients dans leur territoire, qui cherchent à mêler un projet économique à un projet social, à un projet territorial et souvent aussi à un projet écologique. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle que vous présidez, Mathieu Klein, ne cesse depuis de nombreuses années de développer ce type d'initiative. Pour quelles raisons ? Parce que si nous voulons aujourd'hui montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre le développement économique et les solidarités, si nous voulons faire la preuve très concrète pour nos concitoyens que la transition écologique, ce ne sont pas que des mots ou des grands concepts, eh bien les acteurs de l'économie solidaire sont les premiers au rendez-vous de ces défis-là. Lorsque vous achetez pour Noël un cadeau qui a été fabriqué à quelques kilomètres de chez vous avec des matériaux nobles, qui respectent l'environnement, qui a été fabriqué par des personnes qui ont été payées correctement, qui a été fabriqué dans des conditions sociales qui sont respectueuses, ça donne encore plus de sens à votre achat. Acheter solidaire, c'est acheter bien sûr pour se faire plaisir, parce que c'est utile, parce que c'est nécessaire, mais c'est aussi acheter parce que ça a du sens. Et nous sommes, en tout cas c'est ma conviction, dans une société qui a besoin impérativement de retrouver du sens à un projet collectif. Et l'économie solidaire, elle s'inscrit pleinement dans cette perspective-là. Et du coup, est-ce que c'est pas un pléonasme ? Est-ce que économie solidaire... J'aimerais bien que ce soit un pléonasme, mais oui, vous avez raison. On pourrait dire, mais c'est ça l'économie. Bien sûr. C'est parce que, je le disais au début, ce ne sont pas seulement certaines entreprises. Vous pouvez avoir des entreprises tout à fait traditionnelles, mais qui ont un attachement à leur territoire, qui veillent au bien-être de leurs salariés, qui veillent finalement à la faiblesse de leur empreinte écologique et qui n'ont pas de statut de SCOP, mais qui ont un statut de SARL, de SA, mais qui sont dans une démarche d'économie solidaire. Ça, c'est important. Et oui, un jour, peut-être, et j'espère que ce jour viendra, ce sera un pléonasme et nous n'aurons plus besoin d'accoler les deux mots l'un à l'autre. Alors, vous avez presque anticipé ma question suivante, Mathieu Klein. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire représente à peu près 10%, aussi bien en termes de volume que d'emploi. Est-ce que, selon vous, l'économie sociale et solidaire a vocation précisément à devenir la norme ? Ou est-ce que ça reste marginal ? Non, déjà 10%, 12% pour la Meurthe-et-Moselle d'ailleurs, encore plus précisément, ce n'est pas la marge. Hein. On n'est pas loin d'un emploi sur 6 dans ce département qui, en tout cas, peut être rangé dans la catégorie de l'économie solidaire. Donc ça n'est pas la marge. Oui, ça peut devenir la norme. Ça ne deviendra pas la norme parce que nous l'aurons décidé, ça deviendra la norme parce que des entreprises toujours plus nombreuses auront ce souci de relocaliser leur production, de diminuer leur empreinte écologique, de favoriser des conditions de travail ou des rémunérations les plus importantes ou en tout cas les plus satisfaisantes, de veiller à favoriser l'insertion des personnes qui vivent avec le RSA, qui vivent avec un handicap, qui bref ont des difficultés sociales de quelque nature que ce soit. Oui, tout ça peut devenir la norme. Ce n'est pas une norme, en tout cas, qui s'inscrit en décalage ou en opposition à la compétitivité et à la rentabilité. Parce que pour moi, la rentabilité, une entreprise, elle s'inscrit aussi dans le temps long. Une entreprise qui cherche à faire de la rentabilité, c'est normal, qui cherche à développer son chiffre d'affaires, sa production, elle a aussi intérêt à le faire en étant pleinement ancrée dans son territoire, durablement ancrée, avec des financements qui soient des financements durables, qui ne dépendent pas que des variations des marchés financiers, mais qui s'inscrivent vraiment dans l'économie réelle. Et je crois que c'est aussi un sujet aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises qui sont en train d'évoluer sur ce sujet. Pour autant, Mathieu Klein, l'économie ne relève plus aujourd'hui des compétences du département. Alors comment faites-vous ?
parce que nous sommes là, je crois vraiment au croisement des compétences. Solidarité, transition écologique, attractivité, c'est ce que fait le département tous les jours. Non, nous ne pouvons plus financer directement des activités économiques, mais nous avons encore la responsabilité de faire en sorte que dans nos territoires, tous ces projets à la fois soient mieux connus, parce que beaucoup de gens encore ne les connaissent pas, mieux utilisés et mieux soutenus. Ça, c'est, je pense, la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle. En tout cas, c'est comme ça que nous la vivons, en lien avec les communes, ici à Varangéville, mais là, il y a quelques jours, c'était la même chose au conseil départemental avec le marché du monde. Ce sera le week-end des créateurs le week-end prochain, puis il y a à Tomblaine le marché solidaire. Enfin, bref, vous savez, il y a des multitudes d'initiatives. C'est un département, la Meurthe-et-Moselle, où il y a, oui, un tissu associatif très dense de gens engagés. C'est une belle façon de leur rendre hommage aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de relocalisation, d'une certaine manière, aussi de l'économie. Est-ce que ça ne vient pas, d'une part, en opposition avec la tendance nationale? Première question. Et deuxième question, est-ce que ce n'était pas aussi en opposition avec la stratégie du Grand Est? Non, je ne crois pas, parce que la relocalisation fait aujourd'hui partie des objectifs de nombreuses entreprises qui finalement voient bien, par exemple, que le coût des transports, le coût de la main-d'œuvre ayant tendance à augmenter dans les pays qui étaient jusqu'alors, notamment en Asie, je pense à la Chine ou même à l'Inde, des pays dans lesquels le coût de la main-d'œuvre était faible et donc il y avait un avantage économique. Alors, regardez la Chine aujourd'hui, voilà, les conditions sociales évoluent, donc les entreprises, elles mettent dans la balance le coût des transports, l'impact carbone. Et vous voyez certaines entreprises qui aujourd'hui réfléchissent à relocaliser, voire relocalisent, je pense au coq sportif récemment, leurs activités en France, ce qui est le signe en fait d'une économie qui aujourd'hui prend une part de responsabilité de plus en plus importante, notamment en matière de transition écologique. C'est bien la preuve, pour revenir à la discussion que nous avions juste avant, que économie solidaire et économie tout court sont loin d'être les ennemis. Pour que ça se développe enfin, Mathieu Klein, est-ce que c'est un défaut de l'offre? On est ici sur un marché avec des producteurs. Ou est-ce que c'est un défaut de demande? Aujourd'hui, probablement que, je vais dire les deux, mon capitaine. Appelez-moi Eric, ça suffira. Il y a une offre encore insuffisante, même si elle se développe énormément et à grande vitesse, dans des micro-projets, dans des micro-territoires, sur des espaces de vie, un village, une intercommunalité, un quartier. Donc on est dans l'économie vraiment de l'hyper-proximité. Et il y a une demande qui est très importante, mais qui ne sait pas toujours bien d'ailleurs à qui aller voir, à qui s'adresser. Donc l'intérêt des endroits, des lieux comme ces marchés ou comme toutes les initiatives que le département peut prendre, c'est d'être un peu un ensemblier, mettre ensemble, mettre en lien les acheteurs, les producteurs, les créateurs, les citoyens. Et c'est par cela qu'on arrivera progressivement à généraliser le recours à l'économie solidaire, comme finalement pas simplement comme un achat militant, mais comme un achat quotidien. Merci Mathieu Klein. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sans transition, une immersion dans ce marché solidaire à Varangéville, à l'espace Prieuré qui se déroule les 1er et 2 décembre 2018. On fait un premier arrêt sur le stand qui s'appelle De laine en rêve. Philippe Boyau, bonjour. Bonjour. Je dis Philippe Boyau parce que c'est marqué sur votre petite étiquette. Philippe Boyau, De laine en rêve, vous êtes basé à Allain, c'est en Meurthe-et-Moselle, à côté de Colombey-les-Belles, et vous fabriquez de la literie haut de gamme, 100% naturelle et locale. Oui, c'est ça. Donc on a monté ce projet qui date d'un peu plus d'un an, avec des éleveurs locaux et des partenaires locaux. Et donc on a 13 éleveurs aujourd'hui qui sont associés au projet où on va se fournir en laine. Éleveurs de moutons donc. Éleveurs de moutons bien sûr, oui. Donc la literie que l'on voit ici sur votre stand De laine en rêve, c'est de la laine de mouton bien de chez nous. C'est de la laine de mouton bien de chez nous et d'ailleurs on gère le process depuis la récolte. Moi je suis ancien tondeur, j'ai tondu des moutons pendant 30 ans et donc je gère la récolte, quasiment tout le process, donc de la récolte jusqu'à la vente, excepté le lavage qu'on va faire en Belgique pour l'instant. Comme vous dites pour l'instant, des projets là aussi de relocalisation. Oui, j'ai un projet pour monter justement une petite unité de lavage au sein de l'entreprise. Alors présentez-nous Philippe Boyau, ce que l'on voit là sur votre stand. Alors ce qu'on a là, on a à peu près toute la gamme de ce qu'on fabrique, en commençant donc par le sommier qui est la base du matelas, qui est fabriqué par une entreprise partenaire à la nôtre. Alors ensuite on a des matelas,
des surmatelas, des oreillers, des couettes, des traversins. Et tout ce qu'on peut nous demander, on est capable de le fabriquer quoi, en termes de literie. Alors, la laine de mouton, c'est évidemment pour la garniture, mais les enveloppes, là, par exemple, Alors, des matelas ou des oreillers que l'on voit, tout à fait. voilà, Philippe Boyau. Donc les enveloppes de matelas, c'est des toiles 100% lin qui sont tissées dans les Vosges, à Ferdrup, par une entreprise qui s'appelle la Manufacture Textile des Vosges. Et donc pour les enveloppes de couettes, oreillers, etc., c'est un métis lin-coton qui est tissé au même endroit. On peut donc fabriquer de la literie 100% Meurthe-et-Mosellane, pratiquement. C'est 100% Lorraine en tout cas. 100% Lorraine. Ouais. Comment vous faites, Philippe Boyau, avec de laine en rêve pour tenir tête à la concurrence mondiale? Écoutez, nous on s'inscrit dans une démarche locale et puis un projet complètement différent avec une prise de conscience, je pense aujourd'hui, du public pour revenir à des choses plus locales et plus saines. Les gens font de plus en plus attention à quoi ils mangent, sur quoi ils dorment, et donc on s'inscrit dans cette démarche-là. Merci Philippe Boyau. Avec plaisir. On a tendu les moutons, filé la laine, on a tendu les moutons, filé la laine, et réparé la moto avec la clé à laine, et réparé la moto avec la clé à laine. On a rencontré des filles pas du tout vilaines, on a rencontré des filles pas du tout vilaines, avec elle il y avait la Marie Renwen, avec elle il y avait la Marie Renwen. On a respiré du trichloroéthylène, on a respiré du trichloroéthylène, et le lendemain on avait mauvaise haleine, et le lendemain on avait mauvaise haleine. Il faut prendre la réduction sur les chocobéennes, il faut prendre la réduction sur les chocobéennes. Alors pour en profiter on les prend par douzaines, alors pour en profiter on les prend par douzaines. On s'est envoyé une bonne bouteille de chouchen, on s'est envoyé une bonne bouteille de chouchen. À la fin elle était vide, elle était plus pleine, à la fin elle était vide, elle était plus pleine. Après on a fait du stop avec les bigounettes, après on a fait du stop avec les bigounettes, et on est allé en boîte mais avec des lesbiennes, et on est allé en boîte mais avec des lesbiennes. On a jeté tous les Parisiens dans la Seine, on a jeté tous les Parisiens dans la Seine, on a noyé en même temps toutes les Parisiennes, on a noyé en même temps toutes les Parisiennes. On a trouvé du pétrole aux îles Kerguelen, on a trouvé du pétrole aux îles Kerguelen, et après on est parti au pécho la sirène, et après on est parti au pécho la sirène. Il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein, il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein. Celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen, celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen. On s'est roulé à 5 feuilles avec du pollen, on s'est roulé à 5 feuilles avec du pollen, et après on est tous tombés dans le lagen, et après on est tous tombés dans le lagen. Si notre chanson vous a plu, donnez-vous la peine, si notre chanson vous a plu, donnez-vous la peine, de nous payer un bon coup pour reprendre haleine, de nous payer un bon coup pour reprendre haleine. Nous sommes toujours au marché solidaire de Varangéville qui se déroulait du 1er au 2 décembre 2018, un espace prioré, une cinquantaine d'exposants. On fait un peu le tour, on n'a évidemment pas le temps de tous les voir, mais on s'arrête sur un stand qui présente des vélos. Bonjour. Bonjour. Jean-Pascal Ivoz, c'est marqué sur votre petite étiquette. Votre entreprise s'appelle Wheel et vous présentez des vélos. Ça veut Oui. dire qu'on fabrique des vélos en Lorraine? Oui, alors on fabrique effectivement des vélos et d'autres véhicules à assistance électrique entièrement en Lorraine, donc à Badonvillers plus exactement.
et c'est une vraie entreprise avec des salariés et de la production. Ah oui, ça, oui, et les impôts qui vont avec. Donc, oui, non, c'est une entreprise, donc c'est une SAS. Hein. On n'est pas nombreux pour l'instant, on est 4. Et on produit effectivement de A à Z, c'est-à-dire les parties les plus importantes du vélo, les cadres, les roues, sont faits Parce que entièrement chez nous. Les vélos que vous présentez là sont de vrais vélos. Oui, ce sont de vrais vélos électriques avec des particularités qui les rendent attractifs au niveau du confort, de l'autonomie et du prix, bien entendu. Alors justement, le prix, parlons-en. Comment vous faites, Jean-Pascal Yvoz, pour résister à la concurrence mondiale, chinoise en particulier? Alors, chinoise en particulier. Alors, pour l'instant, il faut dire qu'on est un petit pousset. Donc, on n'a pas des productions énormes. On a dû faire, le vélo a démarré l'année dernière officiellement, milieu d'année dernière. On en a fait 200 uniquement par le bouche à oreille. C'est-à-dire que ce sont des vélos efficaces, abordables. Donc, les recommandations se font tout Ils ont seuls. l'air plutôt robustes. Pardon ? Ils ont l'air plutôt robustes. Ah oui, alors ce sont des vélos que j'ai conçus pour les marchés de location aussi. C'est-à-dire que ce sont des vélos qui présentent, qui sont évidemment robustes, durables et une absence presque totale d'entretien. On n'a rien à faire. Tous les systèmes qui ont été montés dessus ne s'entretiennent pas. Là, on n'a pas de dérailleur, par exemple, ce sont des vitesses intégrées dans le moyeu. Il y a des vitesses, mais elles ne sont pas externes. On met des freins à tambour qui sont indestructibles. On met des freins à disque hydraulique à l'avant qui sont autoréglables. Enfin, tout un tas de petites astuces qui font que l'entretien, on n'a pas à s'en occuper. Donc on prend le vélo, on va où on veut, on fait ce qu'on veut et on revient. Les vélos wheel, c'est l'anti-obsolescence programmée. Oui, alors c'est une autre façon d'être écologique en quelque sorte, c'est de faire des produits durables et réparables. Donc durabilité de l'acier, hein. Nous avons aussi un petit musée du vélo à Badonvillers où on a des pièces de vélo en acier qui ont plus de 100-120 ans, elles sont toujours fonctionnelles. Ça ne bouge pas, donc ça c'est des vélos qui vont durer des générations. Ensuite on choisit avec soin les composants de façon à ce que ça soit durable, tout en restant dans des composants standardisés dans la mesure du possible, de façon à ce que quoi qu'il se passe, on puisse le réparer où qu'on soit. Alors ça ne répond pas tout à fait à ma question. Comment vous faites pour résister à la concurrence chinoise, notamment en termes de prix? Alors de prix, donc... un vélo comme ça, par exemple, évidemment, oui. Ça c'est un vélo plutôt de dame? Non, c'est un mixte, c'est un unisexe. Voilà, mais c'est du costaud. Hein. C'est du costaud, oui. Les petites corbeilles devant, il y a tout ce qu'il faut, les lumières, les freins, tout. Combien ça vaut? Alors on est, celui-ci tel qu'il est montré, on est à 1299 TTC. C'est-à-dire qu'on est à des prix inférieurs de type Decathlon. Decathlon est même plus cher que nous maintenant. Alors comment on y arrive? La façon de le fabriquer avec des techniques qui ne sont pas conventionnelles dans le domaine du vélo, donc typiquement des tubes acier carrés, des brevets qui portent dessus aussi, permettent de simplifier énormément les opérations d'assemblage. On robotise aussi une partie de la production, donc la fabrication des cadres est robotisée localement. Donc ça permet aussi de faire chuter les tarifs et d'avoir une bonne répétabilité des caractéristiques. Oui, c'est une affaire qui roule? Ça roule, effectivement. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On change de salle, mais on est toujours à l'espace Prieuré de Varangéville à l'occasion de ce marché solidaire. Dans cette salle, cette fois-ci, dédiée au trophée de l'encouragement. Anne-Sophie Meyer, vous êtes chargée territoriale d'économie sociale et solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Il y a ici dans cette salle une urne. D'ailleurs, une dame est en train de voter. Qu'est-ce que cette urne vient faire là? L'urne qui est dans cette salle permet au grand public de voter pour son coup de cœur. Dans le cadre des trophées de l'encouragement, on a souhaité faire participer le grand public. Les personnes qui viennent ici rencontrer les porteurs de projets peuvent du coup leur donner des conseils, pouvoir donner leur opinion par rapport au projet, les aider à avancer. L'objectif pour nous est de permettre à ces porteurs de projets d'avoir un retour du grand public sur les produits ou les services qu'ils souhaitent proposer et commercialiser. Et donc le grand public vote pour son coup de cœur. Le gagnant remportera le trophée de l'encouragement. Alors combien de candidats ici pour ces trophées de l'encouragement et quel type d'activité? Parce que par exemple je vois là une guitare, on se dit bon voilà, derrière nous il y a de magnifiques photos de lieux insolites. On voit aussi des produits bio. Alors en fait, oui, on a 14 porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui, qui ont été sélectionnés avec des projets d'activités très variés, comme par exemple un tiers-lieu musique et coworking sur Blénaud-les-Ponts-à-Mousson,
ou encore une épicerie mobile, éco-responsable et en milieu rural, ou un lieu de vie alternatif et participatif pour sortir de la précarité. On a des choses vraiment très variées, à la fois des services, mais également des produits, comme des objets créés à partir de tissus récupérés et recyclés. Alors, un trophée de l'encouragement, évidemment, c'est très sympathique, Anne-Sophie Meyer, mais est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que ça leur apporte? Alors au-delà du trophée de l'encouragement, c'est la possibilité donc de participer, de rencontrer des personnes du grand public, donc d'avoir un retour, des conseils. Et puis pour les porteurs de projets, c'est aussi la possibilité de se faire connaître, de commencer à créer une communauté, de peut-être récupérer une adresse mail des personnes qui sont intéressées par le projet. Et les trois premiers les trois premiers projets qui remporteront le plus de voix auront un kit d'accompagnement où ils pourront avoir de l'accompagnement de la part du conseil départemental et de nos partenaires. Et puis c'est de la communication également autour de ces projets. Et vous-même, Anne-Sophie Meyer, quel est votre coup de cœur? Alors j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs et je pourrais pas tous les donner, mais ce qui est super, c'est qu'en fait il y a des choses très très variées sur différents territoires du département et avec l'envie aussi pour ces porteurs de projets de venir rencontrer d'autres personnes, de venir les présenter et de permettre aussi au grand public de participer d'une certaine façon on ne connaîtra à ces pas votre projets. coup de cœur, au Non, moins un. Non, je vous le donnerai pas. Tout ce qu'on désire, dernière version du plaisir, une tablette, un téléphone, on est content comme personne. Tout ce qu'on n'a pas et qui nous tend les bras, des belles filles, des gadgets qu'on vénère et puis qu'on jette, puis qu'on oublie quand la mode elle est finie. Trouver la dernière tendance, la nouvelle danse. Tout ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière des panneaux publicitaires. Tout ce qu'on endure, on veut penser ses blessures à coups de shopping, marre de lécher les vitrines. Tout ce qu'on cache, des pansements qui se détachent. On croit guérir à coups de petits plaisirs. Tout ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière des panneaux publicitaires. Tout ce qu'on achète, obsolète, tout comme le monde disparaît en une seconde. Tout ce qu'on nous met sous le nez, des bagnoles étincelantes, des étoiles filantes. On court après des inventions, des objets, du dernier cri. Et comme c'est jamais fini, tout ce qu'on n'a pas, si on l'a pas, ça va pas. De l'inutile, du vide, du futile, on est à vide. Nous sommes toujours à Varangéville, en Meurthe-et-Moselle, à l'espace Prieuré, où se déroule les 1er et 2 décembre 2018 un marché solidaire. On vient de faire une visite de ce marché, on va continuer un petit peu. Et puis, une rencontre assez inattendue avec vous, Vanessa Schumer, bonjour. Bonjour. Vanessa Schumer, vous êtes attachée au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Luxembourg. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Ensemble avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a lancé en juin 2018 le cluster ESS Grande Région. Alors, un cluster, ça veut dire quoi ?
En fait, c'est un regroupement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire pour faciliter les échanges, se rencontrer et encourager les partenariats professionnels. Alors, on est un peu surpris de découvrir qu'il y a de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg. C'est pas la première chose qui me viendrait à l'esprit, a priori, Vanessa Schumer. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est pas des petits porteurs, ce n'est pas que des petits porteurs de projets. Il y a également des grands groupes au Luxembourg, comme le groupe Elisabeth, qui a créé 4 sociétés d'impact sociétal également. Alors, vous venez à l'instant même de parler de société d'impact sociétal. C'est un concept typiquement luxembourgeois. Ça veut dire quoi? En fait, on s'est rendu compte que les associations sans but lucratif avaient des difficultés pour obtenir une autorisation d'établissement parce qu'il leur est presque, disons, impossible de pratiquer d'activités économiques à titre principal. C'est pour ça que le gouvernement luxembourgeois a lancé le concept de société d'impact sociétal par la loi du 12 décembre 2016 portant création de ces sociétés. Alors, vous découvrez ici ce marché solidaire de Varangéville. Est-ce que vous faites vos courses? Est-ce que vous avez rencontré des choses intéressantes? Est-ce qu'il y a des perspectives là aussi d'intensifier cette collaboration entre la Meurthe-et-Moselle et le Luxembourg, Vanessa Schumer? En fait, on souhaite faire la promotion pour le cluster ESS Grande Région ensemble avec Sophie Lewandowski du conseil départemental Meurthe-et-Moselle. Et c'est très intéressant de venir rencontrer les gens directement pour leur raconter du cluster, leur expliquer ce qu'on fait. Alors justement, Vanessa Schumer, ce cluster est récent. Oui. Des exemples de collaborations déjà existantes mises en place entre le Luxembourg et le département de Meurthe-et-Moselle dans le domaine de l'économie sociale et solidaire? Le cluster de l'économie sociale et solidaire de Grande Région ne vient que de débuter en juin 2018. C'est pour cela qu'il n'y a pas encore d'exemples concrets que je peux vous donner. Pourtant, on est ici pour écouter les besoins des entreprises du secteur, faire connaître le réseau, le cluster, faciliter les échanges. Et voilà, le cluster est là pour faire émerger de nouveaux projets transfrontaliers. Vanessa Schumer, si on est intéressé par ce cluster, on peut se rendre sur un site internet? Oui, bien sûr, il existe un site internet www.clusteress-gr pour grande région.eu. Eh ben, on rappellera l'adresse de ce site en fin d'émission. On va vous laisser continuer votre prospection ici au marché solidaire de Varangéville. Merci Vanessa Schumer. Merci beaucoup. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors, parmi les 50 exposants qui sont présents ici sur ce marché solidaire de Varangéville, je ne sais pas si beaucoup d'entre eux, même sans doute que oui, pourraient faire partie de ce cluster dont vient de nous parler Vanessa Schumer. En attendant, on s'arrête devant le stand d'Alternative Couleur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sybille Bottaro, je le dis parce que c'est marqué sur votre petit flyer, et vous faites de la teinture végétale, Sybille. Voilà, tout à fait. On fait de la teinture végétale, on est 2 à partager un atelier, donc Delphine de Lavalade et moi-même. Et notre activité, c'est vraiment de teindre des textiles, des tissus naturels avec les plantes. Donc tel que c'était fait avant et avec l'apport aussi de recherche, de nouveautés, de tout un collectif qui se monte autour de ce sujet de la teinture écologique, sans produits chimiques, respectueuse des hommes, de l'environnement. Voilà. Tout ce que l'on voit là sur votre stand, ce sont d'abord des objets magnifiques. Donc ce sont essentiellement des... comment est-ce qu'on pourrait définir ça? C'est plutôt du linge de maison, bien sûr. Alors, il y a différentes choses. On aime beaucoup travailler sur le textile ancien. Voilà, on trouve que c'est vraiment une très très belle matière. On a envie aussi de la revaloriser, de lui donner une seconde vie. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est du linge de maison ancien qui a été reteint en indigo, en mirobalan. Le mirobalan, c'est un arbre. Voilà, c'est des petits napperons qui ont été teints. Aussi, qui sont très jolis. Qui ont été teints en cachou. Par ailleurs, on utilise aussi des vieux draps là, comme ceux-ci, là,
pour refaire des créations textiles. Donc là, on est plutôt sur voilà, C'est du recyclage en plus. C'est du recyclage. Il y a une partie de recyclage. Et là, c'est vraiment de la tenture décoration murale. Si on la met en lumière, bon, là, on ne voit pas forcément très bien. Original, très joli. Voilà, on va avoir la lune qui va apparaître. Donc là, il y a vraiment un travail artistique. C'est un travail de Delphine avec toute une recherche de techniques spécifiques pour avoir cette lumière de la lune. Alors, quand vous parlez de teinture végétale, Sybille Bottaro, c'est à partir de quels végétaux précisément et comment vous travaillez? Comment vous le mettez en œuvre? Alors, on peut travailler avec tout ce qui contient de la matière colorante. Donc voilà, il y a plein de plantes dans notre environnement qui en contiennent. Nous, avec Delphine, on aime particulièrement travailler avec l'indigo. Donc ça serait plutôt sa spécialité. Elle serait plus à même de vous en parler. L'indigo, c'est tout ce qui est bleu. Voilà, c'est toutes les plantes qui contiennent cette molécule d'indigotine. Donc nous, en France, c'était le pastel, l'Isatis tinctoria, qui a été utilisé pendant longtemps. Et à l'heure actuelle, on a une plante qui est la renouée persicaire, qui est remise en culture, notamment par deux jeunes agricultrices super. Ça s'appelle le Champ des Couleurs. Elles sont dans le Luberon et elles viennent de démarrer leur activité pour fournir de l'indigo français, voilà, sur notre territoire. Donc la base végétale que vous utilisez pour Alternative Couleurs, pour fabriquer ces teintures végétales, sont en plus des productions locales. Plus ou moins. Plus ou moins. On aimerait dans l'idéal utiliser toutes les ressources autour de nous pour teindre. Pour l'instant, non, il y a des extraits qui viennent, notamment l'indigo qui a été utilisé pour teindre, vient d'Inde, mais on sélectionne nos fournisseurs, nos approvisionnements pour que ça soit fait dans des bonnes conditions éthiques. Qui respectent à la fois les hommes, l'environnement, qu'il n'y ait pas d'ajout, parce que parfois dans l'indigo on ajoute des produits chimiques pour faciliter les fixations. Nous on travaille vraiment tout en naturel. Et ça marche. Je veux dire, ça fonctionne en termes précisément de fixation, parce qu'on a toujours un peu tendance à opposer, vous disiez tout à l'heure, ce qui était fait avant. Moi j'ai un peu de mal avec ça, parce qu'on se dit c'est toujours un retour en arrière, c'est cette histoire de l'écologie qui revient en arrière. En fait, pas du tout, on est dans une prise de conscience, donc on est bien dans l'avant. Et on se projette dans l'avenir, mais techniquement ça fonctionne aussi bien, si ce n'est mieux, que l'utilisation de produits chimiques. Tout à fait, ça fonctionne très très bien. Après, il y a des tests qui sont faits de solidité, lumière, lavage. Évidemment, on est sur des choses sensibles et vivantes. Donc, pour laver, pour nous, c'est du bon sens. Pour laver du linge de maison non teint avec des produits chimiques, on ne va pas utiliser des produits chimiques pour les laver. Donc, seulement de la lessive savon de Marseille, des choses assez simples. Mais oui, ça fonctionne, ça tient. Et on a des personnes qui font de la recherche pour faire évoluer aussi ces savoir-faire qui étaient des savoir-faire qui étaient assez longs et où il est difficile de trouver aussi un modèle économique de par le temps que ça prend, les étapes qui sont nécessaires pour arriver à la révélation de ces couleurs magnifiques. Sybille Bottaro, on viendra vous voir. On viendra vous dans voir notre atelier, pour vous expliquer dans ça votre sera atelier même plus comment facile ça fonctionne. de vous parler de tout ça là-bas. Merci. Merci à vous. Alors justement, parmi les candidats à ces trophées de l'encouragement, le stand Ripper Café. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Dominique Sacco. Dominique Sacco, vous représentez ici l'association Éco-Geste, Moselle et Madon, et vous postulez avec une action Ripper Café. Un Ripper Café, c'est quoi? Alors, Ripper Café, c'est un concept qui existe déjà, on va dire, au niveau européen, qu'on a nous adopté. C'est l'idée d'organiser des temps de 2-3 heures avec des bénévoles qu'on appelle des dépannacteurs qui viennent réparer des objets défectueux que vous avez, on va dire, dans votre placard ou dans votre cave. Ça peut être on va dire, tout simplement une perceuse, ça peut être un sèche-cheveux, ça peut être un grille-pain, ou on a eu par exemple des magnétophones. Donc l'idée, c'est comment on va dire, on essaye de donner une deuxième vie à ces objets qui sont dans vos placards et éviter qu'ils terminent à la déchetterie. Mais Dominique Sacco, normalement, le travail, ça c'est un travail de réparateur, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est un travail de réparateur, mais moi je prône le fait que si vous allez à Leroy Merlin, Castorama ou même les grandes surfaces, vous allez payer 90 € le diagnostic, parfois pour quelque chose qui ne marche plus. A l'inverse, là, c'est des personnes qui sont passionnées, qui vont vraiment chercher et prendre du temps pour chercher avec vous. Parce que l'idée, c'est que la personne qui a un objet à réparer reste en face et qu'il y ait cette discussion et ce lien. Et que si la panne n'est pas trouvée, il y a des dépannacteurs à côté qui peuvent dire tiens, je viens t'aider. Et là, on est sur la transmission du savoir aussi.
Alors, on va être peut-être un peu plus direct encore, peut-être que vous n'osez pas le dire, Pierre Sacco, mais tout ça est organisé par la société de consommation. On connaît le principe d'obsolescence programmée, bien sûr. Donc, on fait en sorte que les instruments que l'on a achetés tombent en panne volontairement parce qu'ils sont programmés comme ça. Et puis aussi, on les rend quelque part irréparables en inventant des petites vis pour lesquelles on n'a pas l'embout qu'il faut. Enfin, voilà, tout ça, c'est fait volontairement. Aujourd'hui, on travaille effectivement nous aussi en réseau et je vais vous donner l'exemple. On travaille avec Renovouti qui effectivement lui a des outils qui ont 10, 15, 20 ans qui réparent, ils sont réparables à vie. C'est aussi dire, est-ce qu'on est obligé d'aller acheter aujourd'hui dans les grandes surfaces des produits de marque avec des... Vous n'avez pas l'embout pour pouvoir ouvrir cet appareil, vous ne le réparez pas et vous l'emmenez en réparation. Nous, l'idée, c'est de dire, à un moment, faut-il vraiment utiliser et acheter en grande surface ou faut-il acheter déjà quelque chose d'occasion ? Moi, je travaille beaucoup avec Envie, par exemple. Et Envie, aujourd'hui, j'achète magasinière chez eux, j'achète ma centrale vapeur chez eux. Et Repair Café, aujourd'hui, va avoir un travail pour eux assez intéressant et important. C'est que moi, je suis en train d'aujourd'hui, avec toute humilité, de former des dépannacteurs qui sont demain employables par Envie. Et peut-être aussi se poser la question en tant que consommateur, vérifier que les produits qu'on achète soient effectivement réparables. Pierre Sacco, Ecogest, l'association qui organise ces Repair Café, ne fait pas que ça. Non, en fait, juste rapidement, effectivement, c'est pour vous dire que Ecogest, c'est 3 axes. Intervention dans les écoles, on est vraiment, nous, en faveur des éco-gestes et de l'éducation populaire. Et ça, c'est très important de changer les mentalités des enfants qui, effectivement, vont dire à leurs parents que c'est pas bien. Et on organise des opérations de nettoyage qui permettent de fédérer les acteurs publics et privés sur des valeurs de ramassage des déchets, tri de ces déchets et de nouveau l'éducation populaire. On a par exemple collecté des dizaines et des dizaines de mégots de cigarettes et quand j'explique moi aux enfants qui viennent qu'on peut fabriquer du matériau, par exemple un banc urbain, une chaise avec ce genre de matériau, ça parle à tout le monde. Et de parler de la nocivité du mégot de cigarette ou des plastiques, c'est énorme. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de changer pour nous, avec des ambassadeurs, nos mentalités et surtout consommer autrement. Exemple, pour terminer, un atelier de fabrication de produits d'entretien. Il me paraît bien loin l'été, je n'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion de saison. Dès les premières lueurs d'octobre, en tout bien tout tenait.
René Bourgeois, vous êtes le maire de Varangéville qui accueille pour ce week-end ce marché solidaire du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois. Est-ce que c'est une demande de la commune de Varangéville que d'accueillir ce marché ou est-ce que c'est une proposition du conseil départemental de tenir ce marché ici à Varangéville? C'est une demande du conseil départemental qui, comme d'autres organismes, institutions, demande à venir à Varangéville pour certains événements au vu de la conception du site. Oui, parce qu'il faut dire qu'il est quand même très particulier ce site. Bah oui, ce site, il remonte quand même au 8e siècle, où ici c'était une ancienne abbaye, une dépendance de l'abbaye de Gorze. Hein, on avait des moines, bon, au fil du temps, bien sûr, les choses ont bougé. Et ce site a été racheté en 1986 par la mairie. Petit à petit, on a cherché ce qu'on pouvait y faire. Et puis, on a réussi à trouver cette formule de lier la vie associative, publique, voire privée, avec des parcs, des bâtiments tels que vous les voyez avec nos containers, des salles de réception, etc. Voilà. En tout cas, c'est un très bel espace. Aujourd'hui, ce marché solidaire, René Bourgeois, pour vous qui avez appartenu à une génération qui a connu bien sûr les 30 Glorieuses sur un modèle économique de développement, d'un certain développement, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus conscient des excès de ce modèle de développement. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est nouveau, c'est une prise de conscience, ou est-ce que c'est plus ancien dans votre propre démarche? Le concept tel qu'il est aujourd'hui, le développement de tout ce que l'on voit et les prises de conscience se font au fil du temps. Quand les gens comprennent que le système de consommation tel qu'on nous l'a imposé, tel que le lobby l'a imposé, et que petit à petit on se rend compte qu'il crée pas mal de nuisances, notamment de maladies avec les produits qu'on nous vend, eh bien on cherche d'autres alternatives et puis quand ça nous plaît, on y adhère absolument. Pour autant, il y a quelques années encore, les préoccupations, on va dire globalement environnementales, pour ne pas dire écologiques, étaient très souvent décriées. Comment est-ce qu'on adhère à un moment donné à quelque chose qu'on a, je ne dis pas forcément que c'est votre cas bien sûr, mais que l'on a rejeté pendant très longtemps ou dont on s'est en tout cas moqué? Je pense que les nouveaux systèmes, les nouveaux moyens de communication font qu'on voit de plus en plus de reportages, qu'il y a des débats, il y a Facebook, etc., il y a les réseaux. Et puis l'expression, elle devient de plus en plus populaire. Les gens qui n'avaient pas accès à ces moyens de communication l'ont maintenant. Et tout le monde peut s'exprimer. Et puis à un moment donné ou à un autre, quelque chose nous vient à l'oreille. Tiens, ça nous intéresse. Et puis on pioche un peu plus. Et effectivement, on adhère ou on n'adhère pas. Mais la communication fait qu'effectivement, il n'y a pas que les lobbies maintenant qui ont la main mise sur tout. Mais beaucoup de gens s'expriment, créent des choses, comme on le voit ce matin. Voilà. Merci René Bourgeois. De rien, c'est moi qui vous remercie. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pour la séquence coup de cœur, coup de gueule, ici au marché solidaire de Varangéville, 1er 2 décembre 2018 à l'espace Prieuré. On va commencer par le coup de cœur. On vous a choisi, vous, Mégane Albrecht Delgado. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'atelier d'insertion BEST. Alors, il y a un petit jeu de mots dans le titre de votre activité. Vous fabriquez des objets, des accessoires, on y reviendra. Mais tout d'abord, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, je vais partir sur tout ce qui va être insertion professionnelle. Donc, aider les personnes, du coup, à valoriser leurs compétences, à les intégrer dans le milieu ordinaire de travail. Parce qu'avec, en fait, toute cette partie insertion, les personnes, elles vont vraiment donner de leur personne, elles vont vraiment s'investir et du coup, elles vont vouloir développer elles-mêmes des projets et du coup, en fait,
Alors, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est vraiment travailler pour s'en sortir, pour faire des choses. Et du coup, en tout cas, c'est ce que j'essaie, moi, à travers mon projet, que ces personnes se sentent valorisées, qu'elles aient envie de s'investir, qu'elles ont envie de faire des choses. Et c'est pour ça aussi que je ne reste pas vraiment cloisonnée autour de leur dire, en fait, qu'est-ce qu'elles doivent faire. C'est elles aussi qui m'apportent et qui s'investissent en créant elles-mêmes leur design. Alors, votre projet est encore tout récent. On va revenir quand même sur précisément l'activité de BEST. Et je disais qu'il y a un jeu de mots, parce que BEST, ça s'écrit B-E-2-S-T. Oui, donc de E2S pour économie sociale et solidaire. Donc on reste dans cette dimension de développement local où du coup les partenaires vont collaborer ensemble. On reste, en fait, mon but vraiment à moi, c'est vraiment de faire travailler ensemble tous les acteurs. Donc en fait, qu'il y ait vraiment cette collaboration entre eux et que du coup chacun apporte sa pierre à l'édifice pour le développement durable, pour l'économie solidaire, pour le fait de créer des choses ensemble, le Made in Grand Est. Là, on est en plein dedans, donc je pense que ça va vraiment être une super Et concrètement, idée. BEST fabrique, je disais, des objets, des accessoires. Pour l'instant, c'est assez vague. Moi, je vois des images. Oui. Ce sont notamment des sacs à main, des trucs de C'est toilette. ça. C'est ça le projet? Alors du coup, ce qui a été pensé avec une designeuse, c'est une designer, parce qu'on ne peut pas le féminiser, mais en tout cas, c'était le kit de voyage, parce qu'en France, forcément, premier au niveau mondial du tourisme, donc on dépasse les États-Unis, donc c'était vraiment une idée de corréler en tout cas les actions, les tendances. Donc sur le kit de voyage, on va avoir un sac de voyage, une trousse de toilette, un calnuc, des lingettes démaquillantes réutilisables. Alors ça, c'est super pratique. Ça évite de jeter et du coup de recycler en même temps. Et des masques de nuit. Et ce qui a été pensé également, c'était un sac banane. Donc tendance des années 90, ça revient à la mode, enfin tout le monde s'y met. Et donc du coup, ça avait été aussi pensé. Voilà. Merci Mégane Albrecht Delgado. Merci à vous. Et pour le coup de gueule, eh bien, on vous a désigné, vous, Alix Villemain. Bonjour. Bonjour. Alix Villemain, vous avez un projet d'épicerie de marché fermier à Colombey-les-Belles. Et je crois que ça tombe bien pour illustrer précisément votre coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule, effectivement, c'est l'alimentation aujourd'hui. Je trouve qu'on mange, que ce qu'on mange aujourd'hui n'a plus de sens. Ce sont des produits pauvres en nutriments, plein de produits qu'on n'a pas forcément choisi de consommer. Et s'alimenter aujourd'hui, non seulement c'est plus bénéfique pour la santé, mais en plus ça nous rend malades à moyen ou long terme. Du coup, pour agir, pour que les choses s'améliorent, l'idée c'est de consommer des produits locaux, bio, ou alors avec le moins d'intrants, le moins de produits phytosanitaires possible, pour qu'enfin l'alimentation redevienne quelque chose qui nous aide à vivre en bonne santé et non plus quelque chose qui coûte cher et qui nous rende malades. Alors justement, Alix Villemain, on oppose souvent, lorsqu'on évoque comme vous des produits locaux bio, la question du coût, en disant oui mais c'est beaucoup plus cher, donc c'est réservé à une élite, et puis en plus il faut être pauvre pour acheter bio. Alors, mon projet d'épicerie en milieu rural, en fait ma volonté première c'est de rendre accessible au plus grand nombre ces produits de qualité, parce que ça c'est vrai. Alors c'est vrai que les produits bio sont plus chers, mais pourquoi ils sont plus chers? Parce que les gens qui les produisent de manière non industrialisée, donc sans produits chimiques. Donc les gens qui produisent ces produits-là se donnent beaucoup de mal et du coup c'est normal qu'en échange, en retour, on les rémunère convenablement pour qu'ils puissent continuer à produire des produits de qualité. Après, en fait, tout dépend de là où on fixe ses priorités. Moi, je sais que je préfère acheter des produits un peu plus chers mais de meilleure qualité qui me permettront de mieux lutter contre les maladies, d'être en meilleure forme, de vivre convenablement, de permettre à des producteurs locaux de vivre dignement de leur métier. Et justement à ce propos, Alix Villemain, dans le projet d'épicerie que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que dans l'enseigne même, vous ne citerez pas la dimension bio. Pourquoi ?
Alors justement, pour ne pas fermer la porte à des gens qui sont pas forcément, pour qui le bio n'est pas encore forcément très parlant, moi mon objectif c'est vraiment de proposer des produits locaux, de développer, de contribuer au développement de mon territoire. Donc je ne veux pas d'emblée fermer la porte à des gens qui pourraient en venir au bio plus tard. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, se labelliser bio, ça coûte cher. Que des petits producteurs, tous n'ont pas les moyens de le faire, mais qu'il y a d'autres labels, Nature et Progrès notamment, qui expriment, enfin, qui montrent que les producteurs sont dans un processus de développement durable et voilà, qui cherchent à diminuer leurs intrants dans leur production. Date d'ouverture de l'épicerie des marchés fermiers à Colombey-les-Belles, Alix Villemain? Septembre 2019. Voilà pour ce reportage sur le marché solidaire organisé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le week-end des 1er et 2 décembre 2018 à l'espace Prieuré de Varangéville. Avec Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Philippe Boyau, gérant fondateur de l'Aisne en rêve à Allain, Jean-Pascal Ivoz, gérant fondateur de Huile à Badonvillers, Anne-Sophie Meyer, chargée territoriale d'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Vanessa Schumer, attachée au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire du Luxembourg, Sybille Bottaro, cofondatrice d'Alternative Couleur à Blèmeray, Dominique Sacco, président d'Ecogeste Moselle et Madon à Neuve-Maisons, René Bourgeois, maire de Varangéville, Mégane Albrecht Delgado, créatrice de l'atelier d'insertion PEST, et Alix Villemain, porteuse d'un projet de création d'épicerie de produits locaux à Colombey-les-Belles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur meurthe-et-moselle.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Moutons par le groupe Matmata, paru sur l'album La Wash, sorti en 1998, Obsolète par le groupe Trio, paru sur l'album Vent debout, sorti en 2016, et enfin Fleur de saison par Émilie Simon, paru sur l'album Végétal, sorti en 2006. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.